pour cette récupération pour l'examen sur le chapitre 3 Énergie et force. Je vais passer à travers le guide d'études, puis je vais aller ouvrir des pages du cahier quand c'est nécessaire. Je vous rappelle que vous pouvez toujours faire une preuve d'étude pour cet examen. C'est un examen qui est très le fun. Bon, c'est parti. Donc, tout d'abord, on vous demande pour cet examen, dans la section énergie, de connaître les... Oups, mon Dieu, ça commence bien. Apple Pencil, merci beaucoup. Ouais, connaître les formes d'énergie et être en mesure d'identifier la forme en cause dans une situation. Donc là, je vais toujours tout de suite aller nous référer là, à la page 8, qui est électrique, thermique, rayonnante, chimique, éolienne, sonore, hydraulique, nucléaire. On n'ira pas dans le nucléaire. Donc là, dans le fond, là, on est vraiment plus les formes d'énergie de base. Puis en fait, là, ça va avoir un lien direct avec la chaîne de transfert qui est après ça là, dans le deuxième point dans le guide d'études. Donc, quand on parle de chaîne de transfert, c'est ici. Donc, être capable de comprendre là, que l'énergie hydraulique, par exemple, dans le cas d'un barrage hydroélectrique, va se transformer en énergie électrique, qui va être transférée jusqu'à la maison. Puis là, l'énergie électrique va aller vers, par exemple, la radio qui est ici, puis transformer l'énergie électrique en énergie sonore, ou encore vers la lampe, qui va transformer l'énergie électrique en énergie rayonnante. Donc, il faut être en mesure de connaître les sources d'énergie dans ce cas-ci. Un personnage qui est, ma foi, absolument horrible, mais on vous demande de faire un transfert, une chaîne de transfert d'énergie. C'est exactement ça. C'est la même chose que de passer, par exemple, d'une source d'énergie, puis là, de regarder la source de la chaîne de transfert ou de transformation pour arriver jusqu'à, ben là, dans ce cas-ci, dans l'estomac du petit garçon. C'est sûr qu'il y a une question qui ressemble à ça. Okay? On doit passer d'un type d'énergie à l'autre, puis comprendre ces types d'énergie-là. Parfait. Ensuite, donc ça, c'est pour énergie. Dans le fond, là, dans ce cas-ci, je vais juste vous faire un autre exemple d'un coup là, que c'est plus complexe. Je reviens à mon iPad. Descendre ici. Je vais me rajouter une page. Je peux me rajouter une page. Ouais, non. Ça ici peut-être? Ajouter une page. Bon, merveilleux, excusez. Donc, par exemple, moi, je vous dis, là, à l'examen, c'est sûr que je pars d'une centrale quelconque. Okay? Fait que là, dans les centrales, on les a vues à l'autre examen, là, mais ça va soit être un barrage hydroélectrique, fait que là, on part d'énergie qui va être hydraulique, ou encore, tu pourrais me dire mécanique. OK, donc c'est ça la chaîne de transfert. OK? Ou encore, si ce n'est pas un ventilateur, ça pourrait être, j'ai souvent donné l'exemple du grille-pain. Ça, c'est un grille-pain. Donc, le grille-pain, là, on parle d'électricité jusqu'à thermique, qui va être la chaleur qui va être transférée au grille-pain. Ça va? Ça se peut là, que je te donne un appareil qui a deux sources énergétiques. Là. Par exemple, là, ça ne sera pas aussi niché, là, mais là, je pourrais te dire, mettons, un grille-pain sur lequel il y a un bel écran ici. Fait que là, OK, ben là, l'écran, il serait rayonnant, OK, mais ça ne sera pas aussi pas clair que ça. Ça va être très clair s'il y a deux sources énergétiques pour le dernier appareil dans ta chaîne de transfert. Donc ça, il y en a à l'examen, OK? Ensuite, être en mesure, je vais juste grossir ça un petit peu, ça me fatigue, être en mesure de trouver le rendement énergétique, l'énergie utile ou consommée dans une situation et d'appliquer la formule pour trouver la valeur manquante. Donc là, je vous avais donné deux formules, mais j'en ai oublié une que je vais vous donner à l'examen. C'est la formule de rendement énergétique. Donc, le rendement en pourcentage est égal à l'énergie utile sur l'énergie consommée.
deux choses à faire. Premièrement, il faut que tu comprennes chacune de ces sections-là, mais il faut aussi que tu sois capable de faire des manipulations algébriques pour arriver soit à ton rendement ou soit à énergie utile ou consommée. On va faire un exemple. Donc, par exemple, j'ai un... Je vais enlever ça. Bon, super. Le toit un petit peu gros. Bon. Donc, par exemple, j'ai une ampoule qui consomme 1000 joules d'énergie. Et puis là, on va dire, par exemple, il y a 700 joules qui servent à produire de la lumière. Et là, on veut trouver le rendement. Avec le rendement en pourcentage égale, j'ai oublié tantôt le mot fois 100, mais c'est ce qu'on va faire. Énergie utile sur énergie consommée fois 100. Donc là, l'énergie consommée, là, c'est écrit ici consomme 100 joules. L'énergie consommée, c'est la quantité d'énergie qu'on a donnée à notre objet. Okay? Quand il est branché dans le mur, là, lui, il prend une quantité d'énergie du mur, là, de l'électricité. Donc ça, c'est la consommation. L'énergie consommée, c'est toujours celui qui est le plus haut. Okay? On ne peut pas consommer plus que ce qu'on a. C'est impossible. Okay? Tu ne peux pas me dire, par exemple, je me fais une tasse de riz, puis dans mon souper, j'en mange deux. Le riz, il sort pas de nulle part. Il ne peut pas comme apparaître, même si tu mangerais 2 tasses de riz. Okay? Donc, c'est la même chose avec l'énergie. Si tu en as 1000, tu ne peux pas en consommer plus que 1000. Okay? C'est le maximum. Donc, ton énergie utile ne peut pas être plus bas que ton énergie consommée. Impossible. L'énergie consommée, c'est qu'est-ce qui sert à produire ce pourquoi ton objet il est conçu. Fait que là, mon ampoule, là, son objectif, c'est de produire de la lumière. Mais mon ampoule, ça se peut qu'elle dégage de la chaleur aussi, qu'elle produise de l'énergie thermique. Okay? Fait que là, ça se peut qu'il y ait d'autres choses qui ne soient pas utiles, mais que mon objet, ben, parce qu'il est conçu comme ça, il va comme transformer l'énergie consommée en d'autres choses. Okay? Fait que utile, c'est vraiment qui sert à ton objet. Fait que là, pour trouver le rendement, je vais faire énergie utile, donc le rendement égale, en pourcentage, énergie utile, c'est 700 joules sur 1000 joules fois 100. OK? Donc là, regarde, je vois bien là, ici, là, mais tu le fais avec ta calculatrice. D'ailleurs, calculatrice à examen. Hein? Donc, rendement en pourcentage, dans ce cas-ci, ça serait de 70%. Ça veut dire qu'il y a 70% de l'énergie consommée qui sert à la fonction de mon objet. C'est un bon rendement, ça. On est content de ce rendement. Je pourrais aussi te poser la question, okay, j'ai un objet dont le rendement est de, par exemple, 5%. Et là, je veux savoir quelle énergie consommée si 500 joules d'énergie utile. Ça va être mieux écrit, là, mais tu pourrais avoir à faire ce type de manipulation mathématique. Alors, le rendement en pourcent égale à l'énergie utile sur l'énergie utile et là. Je vais l'écrire là, ça pas de bon sens. Égale énergie utile sur énergie consommée fois 100. Donc là, ici, j'ai le rendement, puis
Et là, je vais venir diviser par mon rendement de part et d'autre de mon équation. Voilà, donc mon énergie consommée égale à mon énergie utile fois 100 divisé par 5%. Et là, je vais trouver mon énergie consommée comme ça. Okay? Donc, ça, là, il faut que tu sois capable de le faire. Okay? Quand tu vas arriver à ta réponse, là, on dit le 500 joules, c'est seulement 5% de ce que mon objet consomme. Ça veut dire que mon énergie consommée, là, va être vraiment plus grande que mon énergie utile. Ça veut dire que si tu arrives à la fin de ton calcul avec genre 12 joules, tu es dans le champ de patate, là, ça ne marche pas tes affaires. Okay? Ça veut dire que tu as fait une erreur de calcul parce que là, quand tu regardes ça, là, il faut absolument que ton énergie consommée elle soit toujours plus élevée que ton énergie utile, c'est la base. Mais là, en plus, c'est juste 5%, là, ça veut dire que ça va être comme vraiment plus haut que ça. Ça va? Donc ça, c'est le rendement, c'est les deux types de questions que je pourrais te poser par rapport au rendement. Bon, ensuite, l'énergie thermique, on change de sujet. L'énergie thermique comprend la différence entre la température et la chaleur. Donc, en fait, là, la température, je vais aller, donc, la température, c'est le degré d'agitation des particules. Okay? Plus elles bougent vite, plus la température est élevée. Okay? Le degré d'agitation des particules, c'est ça la température. La chaleur, c'est le transfert de température d'une substance à une autre. Donc ça, c'est la différence entre la température et la chaleur. Ensuite, comprendre en quoi la quantité et la température influencent l'énergie thermique d'une substance. Okay? Ça, on l'a vu là plusieurs fois. Donc, ce qu'on disait dans cette section-là, c'est que si j'ai deux substances avec la même quantité, ici 1, 2, 3, 4, 5 particules, ici aussi 5 particules. Les particules qui bougent le plus vite, donc dont la température est le plus élevée, mettons là, ça va être une température de 30 degrés. Ceci, mettons, c'est une température de 15 degrés. Donc, plus la température est élevée, plus l'énergie thermique est élevée. Okay? L'autre chose qu'on a dite par rapport à ça, c'est que si... Oh, je vais juste tout recommencer, je pense. Ça va être vite. Donc, si j'ai deux substances, et ici, là, par exemple, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Ici, j'ai juste 3 particules. Donc, plus la quantité, donc par exemple, ici, ça va être un volume de 100 millilitres. Ici, par exemple, ça va être un volume de 50 millilitres. Okay? Plus la quantité est élevée à température égale, fait que là, on a, mettons, une température de 15 degrés de part et d'autre. Mais dans le fond, l'énergie thermique elle va être plus élevée
Ensuite, la force de frottement, elle va s'opposer au mouvement de l'objet. Fait que là, mettons que mon objet, là, il va dans ce sens-là parce qu'il a été poussé tantôt. C'est comme la force qu'on a appliquée sur l'objet. Je fais attention à mes mots, là. Le frottement va aller en sens inverse de cette force-là, puis il va ralentir mon objet. Donc, ma force de frottement, elle est ici. Okay? Je pourrais là, te dire, mais puis là, ah oui, et finalement, on a aussi la force résultante. Je choisis une autre couleur, noir ici. Donc, la force résultante, là, ça va être la force qui, quand on va combiner plusieurs forces, c'est celle qui va comme nous rester, nous montrer dans quelle direction va aller notre objet. Donc, la résultante ici. Donc, par exemple, si je te dis le traîneau dévale la pente avec une force qu'on lui a donnée qui est de 500 newtons. La force de frottement appliquée est de 200 newtons. Ça, c'est dans le fond le frottement qui va retenir le traîneau sur la neige. Puis là, je pourrais te demander, c'est quoi la résultante? Là, tu me dirais, OK, mais la résultante, c'est 300 newtons. OK? Donc, je vais faire ici celle qui est appliquée, moins le frottement. Ça va me donner la résultante qui est là. Ça va? Je pourrais aussi là, te demander, mettons, là, te mettre, je vais utiliser mon espace, je pense que ça va être plus vite. Voilà. J'ai vu tout le temps qu'il faut que j'aille sélectionner mon espace, parce qu'avant, c'était pas comme ça. Je pourrais, mettons, là, te mettre ce schéma-là, OK? Puis là, te demander, bon, ben voici les forces. J'aimerais que tu me places laquelle est le frottement, laquelle est la force gravitationnelle, laquelle est la force résultante, puis laquelle est la normale. Fait que là, il faudrait que tu sois capable de les identifier. OK, la force gravitationnelle, c'est mon objet vers le bas. LG est ici. La force normale, c'est l'inverse vers le haut. Fait que ma normale est là. Okay, mon frottement retient l'objet. Là, je vois clairement là, que mon traîneau il avance vers la droite. Fait que ça, ici, ça va être ma force de frottement. Ici, ça va être ma force comme appliquée. OK, mais je n'ai rien à marquer. Puis là, ma résultante, ça va être ici. FR. Ça se peut que tu aies besoin de réaliser ça. Okay? C'est ça qu'il faut que tu comprennes pour l'examen. Toutes ces forces-là. Je continue. Donc, si on le fait, dessiner une force sur le schéma, être en mesure d'identifier la force normale de frottement ou gravitationnelle et comprendre leur action, c'est ça ici qu'on vient de faire. Être en mesure d'identifier la valeur de la force de frottement sur un schéma ou dans une situation simple, ben c'est ce que je t'ai montré tantôt. Okay? Fait que là, si je te dis, mettons, là, mon traîneau, là, il va à 500 newtons, on lui donne une force de 500 newtons par là, mais comme la résultante totale, c'est 200 newtons, là, je te demanderais c'est quoi le frottement. Là, tu vas me dire, ah, ben là, le frottement, ça va être 300. Il y a 300 qui retient
66,6 périodiques kilomètres par heure dans ceci. Ça, c'est la vitesse. Je pourrais te dire aussi, j'ai un limace qui parcourt 10 centimètres en je sais pas, 2 minutes. Quelle est sa vitesse? Donc là, ici, il faudrait que tu le transfères en mètres par seconde. Donc 10 centimètres, c'est 0,1
principe de pression et son unité de mesure et comprendre les facteurs qui influencent la pression dans un liquide ou dans un gaz. Page 33, pour ça, je vais me référer à la page 33 dans un instant. Donc, comprendre le principe de pression générale et son unité de mesure. C'est beau, merci. Je pense qu'on va arriver à bout, là. Donc, la pression, qu'est-ce que c'est? Autant la température, c'est l'agitation des particules. La pression, c'est la collision des particules entre elles et la collision des particules avec la surface. C'est ça qui donne la pression. Fait que si moi, je suis ici là, dans ce récipient, puis là, que je me fais comme collisionner là, par un certain nombre d'objets, plus les collisions sont importantes, plus la pression elle est grande. Okay? C'est les collisions qui donnent la pression. L'unité de mesure de la pression, c'est les kilopascals. Pascal, c'est quelqu'un qui est très important dans la pression. Il a donné le principe de Pascal, mais il a aussi donné son nom à l'unité de mesure. Ensuite, comprendre et connaître les facteurs qui influencent la pression dans un liquide ou dans un gaz. Donc, je vais aller ici, on va dire à la page 33. Donc, ça, il faut que tu comprennes que dans un liquide, plus la profondeur elle est grande, plus la pression va augmenter. Plus on est creux, plus la pression est forte. Ça, là, intuitivement, tu le sais, OK? Quand tu plonges dans une piscine municipale, dans le fond du 12 pieds, ça te fait mal aux oreilles, ça, c'est la pression, OK? Là, on peut penser aussi là, au Titanic, là. Pas le Titanic, là, mais le sous-marin là, qui est allé visiter le Titanic, qui a explosé, mais là, c'est parce que la pression était trop forte pour les matériaux, OK? L'autre chose, c'est la masse volumique, OK? Plus la masse volumique d'un liquide est grande, plus ce liquide-là, il est lourd et plus la pression va être importante. Ça aussi, c'est très logique. Si tu plonges dans l'eau, tu vas avoir une certaine pression, mais si tu plonges, par exemple, dans du mercure, qui est beaucoup plus lourd, premièrement, ça va très mal ta vie, tu vas sûrement mourir si tu plonges dans du mercure, mais aussi, ça va être très lourd parce que ce liquide-là, il est plus lourd. Donc, la masse volumique et la profondeur influencent sur la pression. Je vais trancher ma table, trancher mon fil ici. iPad content. Super. Ensuite, dans la pression dans un gaz, je vais te faire aussi des petits dessins. Il faut que tu comprennes que dans un gaz, ce qui influence la pression, c'est la température, le volume et le nombre de particules. Plus il y a un grand nombre de particules, plus la pression est élevée. C'est des collisions. Plus il y a de particules, plus il y a de collisions. Plus le volume diminue, plus la pression est élevée. Plus on est restreint dans notre volume, plus il va y avoir des collisions. Tu peux le voir aussi en termes de voiture. Okay? Si tu es dans le plein trafic, tu as plus de chances d'avoir une collision avec ton voisin que si vous êtes genre deux sur une autoroute de 200 km. Okay? Tu as moins de chances de collision. Plus le volume est restreint, plus les particules sont proches les unes des autres, plus il y a de la pression. Et la température, plus la température augmente, plus les particules bougent vite, plus il y a des risques de collision aussi. Donc ça, c'est les facteurs qui influencent la pression. Alors, je pense que je ne ferai pas de dessin. Je pense que ça va pour la pression. Comprendre et connaître les facteurs qui influencent la pression dans un gaz ou dans un liquide. On a fait beaucoup de dessins là, sur cette section-là quand même. Mais je te suggère, toi, de faire des dessins pour ta preuve d'étude. Ensuite, le principe de Pascal. Il faut que tu saches que l'expression générale du principe de Pascal, je vais l'expliquer dans un instant, puis comprendre les deux applications du principe de Pascal, la transmission d'une force ou l'amplification d'une force. Donc, Pascal, là, qu'est-ce qu'il dit? Il va dire que quand on applique une pression dans un fluide, la pression, elle est répartie égale. Donc, dans le fond, la pression va être appliquée sur l'ensemble du fluide.
Donc, ça veut dire que, par exemple, l'exemple que je vous ai fait en classe là, avec ma bouteille de moutarde, si j'applique une pression sur le contenant, la pression va être répartie dans tout le liquide. Et comme la pression va être plus élevée, bien là, le liquide va vouloir sortir, puis il va sortir par le petit bout, la petite ouverture de mon contenant. Donc, en appliquant une pression sur le contenant, j'applique une pression sur le liquide. Cette pression-là est sur tout le liquide et l'ensemble du contenu du contenant qui va faire que mon liquide va vouloir sortir parce que la pression va être plus élevée. Ça va faire sortir la moutarde de mon petit contenant. Ou encore, ce qu'on a vu aussi, c'est que si j'applique une pression, par exemple, ça c'est une seringue, si j'applique une pression ici, cette pression-là va être répartie là, sur l'ensemble du liquide qui va vouloir sortir par le bout de ma seringue. Donc ça, c'est comme le piston qu'on a vu en laboratoire. L'autre exemple du principe de Pascal, donc dans les deux cas, ces deux cas ici, c'est de la transmission de force. Mais on a vu aussi que Pascal, il nous dit que si par exemple j'ai un petit piston, puis là après ça j'ai un gros piston, et que j'applique une force ici, mais la force sur le gros piston, elle va être décuplée parce qu'elle dépend de la surface. Donc, si par exemple, j'ai une surface ici de 1 mètre, puis ici, j'ai une surface de 10 mètres, bien là, il va y avoir 10 fois la pression qui va être appliquée sur la surface de 1 mètre sur la surface de 10 mètres. Fait que dans le fond, ma force, ça va être 10 fois plus grande. Okay, la pression, elle va faire décupler la force. Pourquoi? Parce que la pression que j'applique ici, elle
c'est avec l'air. Archimède, c'est flotter. Donc, c'est avec l'eau. Puis Pascal, c'est pression répartie. C'est vraiment ça. Donc, Bernoulli, comprendre le principe de Bernoulli qui affirme que plus son principe de base, plus la vitesse d'un fluide augmente, plus la pression elle est basse. Puis là, il faut que tu sois capable d'expliquer ce principe-là dans une situation. Donc, je vais te présenter deux situations, le vol, l'aile d'avion, puis l'autre situation, c'était la feuille qui lève dans les airs. C'est la même chose, là, mais c'est deux explications. L'aile d'avion est faite à peu près comme ça. Donc, les particules d'air, ils vont arriver ici là, à la jonction de l'aile de l'avion. Là, ils vont avoir comme deux choix, soit passer en dessous ou soit passer par-dessus. Mais les particules d'air, elles veulent arriver de l'autre côté en même temps. Pour plusieurs raisons. Parce que, ben là, ici, s'il y a plus d'espace, elles vont aller plus vite. Puis, mais là, ça, tu n'es pas obligé de rentrer là-dedans. Tu peux juste te dire, elles veulent arriver de l'autre côté là, de l'aile d'avion en même temps. Regarde celle-là ici. Là. Ils vont faire une certaine vitesse, une certaine distance. Celles-là ici, elles doivent faire une distance qui est plus grande. Puis là, on l'a vu avec la vitesse. Là, si ta distance est plus grande, mais pour le même temps, la vitesse va être plus grande en haut. Puis ici, la vitesse va être plus petite. Ce qui nous dit Bernoulli, c'est que plus la vitesse est grande, plus la pression, écrivait Pascal, là, plus la pression, elle est basse. Donc ici, on va avoir une zone de basse pression, puis ici, on va avoir une zone de haute pression. Et là, plus la pression est haute, plus ça va pousser, et ça, on l'a vu aussi par rapport à la pression. Quand la pression est plus grande, ça pousse plus, il y a plus de collisions. Donc, comme la pression est plus grande en dessous de l'aile de l'avion, ça va faire pousser l'aile de l'avion vers le haut. Donc, c'est pour ça que mon avion, je vais me risquer à dessiner un avion. Wow! Alexandra, c'est tellement beau. Ça, c'est des roues de mon avion. Fait que là, l'avion, quand il va décoller, là, il va aller à une certaine vitesse avec ses moteurs qui sont ici, comme ça. Fait que là, il va aller comme à une certaine vitesse, puis là, la vitesse qu'il va faire augmenter la vitesse des particules d'air en haut et en bas de son aile, puis à cause de la forme de l'aile d'avion qui est comme ça, là, ça va faire une différence entre la pression de plus en plus grande qui va venir pousser en dessous des ailes d'avion, puis éventuellement, mon avion, il va s'élever dans les airs. C'est malade mental, c'est tellement cool, là. Je n'en reviens pas. Je pense que c'est mon principe préféré. J'aime beaucoup Archimède, mais j'aime beaucoup le principe de Bernoulli. L'autre exemple qu'on donnait, c'est le monsieur dans la petite vidéo. Ça, c'est son nez. Ça, c'est sa bouche. Comme ça. Ferme l'oreille. Les cheveux. Alors, mon petit monsieur, là, ce qu'il faisait, c'est qu'il soufflait sur une feuille, puis là, dans le fond, là, la feuille, elle se soulevait comme ça. OK? Fait que ce qu'il faisait, le monsieur, c'est qu'il augmentait la vitesse de l'air en haut de la feuille en augmentant, parce que là, la feuille était comme ça à la base. Elle levait comme ça dans les airs. Fait que là, le monsieur, ce qu'il fait, c'est qu'il augmente la vitesse de l'air. En augmentant la vitesse de l'air, la pression diminue. Donc, la pression est plus élevée en dessous de la feuille. Ça veut dire que la feuille, elle va lever dans les airs. Même principe que Bernoulli. Mais là, on ne joue pas sur la forme. On fait exprès d'augmenter la vitesse en haut de la feuille. C'est le même principe. Il y avait aussi des billes. Fait que là, on mettait comme deux billes comme ça. Puis on faisait souffler un ventilateur, là, peu importe, là, ou un aspirateur à l'envers comme ça. Donc, puis là, les billes venaient se coller les unes sur les autres parce que la vitesse de l'air est plus élevée, donc la pression est plus basse, la pression est plus haute sur les côtés des billes qui vont pousser les billes les unes sur les autres. Principe de Bernoulli. Donc là, le principe de Bernoulli, je t'ai donné comme 3 exemples. Ça se pourrait qu'il y en ait un de ces 3-là que je te demande d'expliquer soit l'aile de l'avion, soit le monsieur qui souffle,
toi les billes en examen. Dis ça de même, c'est jamais. Okay? Alors voilà, ça fait le tour de notre guide d'études. Si tu as des questions, n'hésite